Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Cultura. Donc ce matin je suis avec Yves. Comment ça va Yves ? Ça va, toujours bon d'être avec toi. Ça fait toujours plaisir. Ouais, en plus ce matin c'est spécial. Et ouais, c'est spécial parce qu'on a une troisième personne qui est Lisa. Donc bienvenue Lisa. Merci, ça fait trop plaisir d'être là. C'est cool que tu sois avec nous. Et du coup ce matin on va parler, donc là on enregistre le matin, on va parler de féminisme. Et du coup, on a aussi choisi Lisa parce que tu fais des études en lien avec ça. Mais du coup, est-ce que tu serais d'accord de te présenter rapidement ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Lisa. Je fais des études actuellement en études genre à l'Université de Genève. Il y a quelques années, j'ai commencé un bachelor en sociologie. Je me suis vraiment passionnée pour la sociologie. Et un des masters existants en sociologie, c'est celui en études genre. Et au début, je me suis beaucoup interrogée. Je me suis dit que c'était peut-être limitant comme thématique. Et finalement, c'est vraiment un sujet qui était de plus en plus fort sur mon cœur. Puis je me suis dit, c'est pour moi, il faut que je me lance dans ces études. Et c'est une passion. Et donc, c'est cool parce que je me lève le matin et je me dis, je peux étudier quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai l'impression que c'est une continuité aussi dans ce que j'écoute, ce que je regarde, les discussions que j'ai. Tout est en lien aussi avec mes études. Donc, je suis hyper privilégiée. Et ouais, je suis trop contente de pouvoir aussi discuter avec deux hommes des questions de genre, de féminisme, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant et je pense qu'on a besoin d'en parler plus. Lisa, avant qu'on aille plus loin, j'ai juste une question, parce que études genre, et je me mets à la place de quelqu'un qui ne fait pas forcément des études, qui n'a pas forcément études même en société, sciences sociales et autres. Ça ressemble à quoi les études genre ? C'est quoi ? Parce que si tu me dis je fais mathématiques, bon, j'imagine un peu à quoi ça ressemble. Si tu me dis je fais histoire, j'arrive à imaginer plus ou moins à quoi ça peut ressembler. Si tu fais études genre, à quoi ça ressemble ? C'est quoi le type, les intitulés de cours par exemple, ou de quoi vous parlez en fait ? Donc on a des cours assez théoriques où on va discuter, par exemple on va revenir sur les différentes vagues du féminisme, donc sur l'histoire longue du féminisme. On a des cours où on va plutôt parler des questions d'actualité, donc de transidentité, de PMA, et les différents courants de pensée aussi autour de ces questions. On a des cours assez intéressants où en fait on va reprendre les disciplines, grandes disciplines, donc comme l'histoire, la science politique, même la médecine, et on va les relire avec une perspective féministe. Par exemple, en sciences politiques, on va s'intéresser aux raisons pour lesquelles les femmes ont été souvent écartées des positions de pouvoir. En histoire, on va parler aussi de l'invisibilisation des femmes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression que c'est les hommes qui sont allés au front alors que les femmes étaient au front, mais différemment. Donc, c'est un petit peu relire toutes ces grandes disciplines et aussi les questions d'actualité avec des lunettes de genre. Donc, c'est assez large et c'est intéressant parce qu'on voit que le genre est omniprésent, le genre est partout. Donc voilà, en gros, c'est ça. Ouais, Trop bien. Trop bien. On a décidé avec Seb de parler du féminisme, puis je vais juste redonner un tout petit peu de contexte. Peut-être les gens, à cause du titre, hein, ils ont cliqué puis ils connaissent pas le contexte. Le podcast Cultura, l'envie c'est avec Seb, on avait des discussions assez régulières sur plein de sujets. Et puis on aimait aborder plein de sujets qui sont aussi des sujets d'actualité ou des sujets qui nous questionnent ou des sujets où aussi on a vu l'Église peut-être se distancer, ne pas en parler ou mal en parler aussi des fois. Et puis issu de ces conversations, on s'est dit que ce serait cool d'élargir la table, d'inviter du monde et puis d'avoir ces conversations avec d'autres, et d'où l'idée de ce podcast. Et puis je crois que c'était assez rapidement qu'on s'est dit il faudrait qu'on parle du féminisme aussi, il faudrait qu'on puisse aborder ce sujet, la question même dans l'Église, hein, la question de la place de la femme dans l'Église, mais plus largement la place de la femme dans la société, Jésus et les femmes, enfin c'est plein de choses qui nous intéressaient. Et on est vraiment content que tu puisses être là avec nous. Et je crois que là, en quelques instants, avec la présentation, on a compris que c'était aussi quelque chose que tu as étudié, et que tu étudies, et du coup, tu as des choses à nous dire. On se réjouit de ça. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous définir un tout petit peu le mot féminisme ? Est-ce qu'il y a un féminisme, des féminismes ? Et juste donner un petit peu un cadre général, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais comme ça, on comprend un petit peu de quoi on parle tout au long de l'épisode. Alors, il y a beaucoup de définitions du terme féministe.
c'est vrai que moi, la définition qui me paraît être intéressante, vous pouvez chercher dans vos Larousse à la maison, papier, ou aller sur Google. Donc, c'est défini comme ça, un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. On peut aussi définir le féminisme comme une lutte ou un mouvement pour l'égalité sociale, politique et économique entre hommes et femmes. Donc, à mon avis, il peut y avoir une définition assez générale du féminisme. J'ai l'impression que dans tous les courants féministes, on retrouve cette idée d'égalité et d'extension du rôle et des droits des femmes. Mais je dirais qu'après, il y a beaucoup de luttes féministes et de courants de pensée féministes qui font qu'à partir de cette définition assez large, il va y avoir différentes façons de théoriser ou de conceptualiser le féminisme. Donc, je pense que vraiment ce qui est au cœur, c'est cette idée d'égalité. On veut que les femmes soient traitées comme les hommes. On veut que les femmes soient reconnues, qu'elles puissent prendre leur pleine place dans la société. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de mettre en pratique cette théorie. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette définition. C'est vrai que moi, c'est une des choses, quand on a un tout petit peu commencé à étudier sur le sujet, j'étais là. En fait, il semble qu'il existe des féminismes. Et j'étais pas sûr d'avoir cette compréhension. Pour moi, de façon très, très simple, c'était cette grande idée de l'idée de l'égalité, l'idée de la place, on pourrait dire, de la femme dans la société. Et puis cette idée de lui redonner cette place qui semble lui avoir été enlevée, retirée par plein de façons. Complètement. Et moi, je trouve aussi intéressant parce que, on va dire, c'est en gros 5-6 dernières années, on a vu aussi beaucoup plus de femmes, de mouvements féministes qui sont plus revenus sur le devant de la scène. Alors, il y avait ça plusieurs fois, un peu des vagues comme ça durant le XXe siècle. Puis là, on retrouve vraiment cette force-là. Et du coup, ça a obligé, je crois, plus ou moins chacune d'entre nous, de aussi nous positionner par rapport à ça. Et puis, comment est-ce que on voit le féminisme? Enfin, moi, je me rappelle, il y a peut-être 10 ans, comme ça, j'étais encore au lycée, gymnase, et puis on entendait beaucoup parler des fémènes à ce moment-là, en Ukraine, en Russie, etc. Puis jamais, c'est ça les féministes? C'est genre, en soi, moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait assez peu de ça, et puis où on parlait finalement relativement peu vraiment de la place des femmes, etc. Puis du coup, à ce moment-là, je disais, mais c'est ça le féminisme, moi je m'identifie pas du tout à ça, je comprends pas. Puis en fait, après, avec l'évolution, en discutant aussi avec mes potes, en arrivant gentiment aux études, etc. Et puis franchement aussi en commençant à sortir avec Manon et qu'elle me racontait de ces trucs, je disais, mais attends, en fait, il y a vraiment des gars qui fonctionnent comme ça, qui la harcèlent dans le bus, qui vont la suivre quand elle rentre chez elle, etc. Et je disais, mais what? Et tu sais, genre, juste parce qu'on n'en parle pas assez ou très peu entre nous, et puis j'ai l'impression des fois, il y a toujours un effet de groupe chez les gars, tu sais, où en mode... où soit tu es dans une bulle un peu d'intellectuel bobo gaucho, où en fait personne ou très peu de gens vont vraiment penser qu'un de leurs amis est potentiellement un harceleur ou comme ça. Et puis tu as aussi d'autres groupes où en fait c'est des gars qui se retrouvent et quand ils parlent de femmes, etc., en fait c'est normal pour eux qu'on siffle les filles dans la rue, etc. Et puis du coup, quand on est dans ces bulles, on ne se rend pas forcément compte de ce que les autres peuvent penser. Et du coup, moi, je trouvais ça fou. Et de voir encore aujourd'hui qu'il y a tellement de choses qui se passent par rapport à ça. Mais du coup, moi, je me posais un peu la question aussi pour toi, Lisa, comment est-ce que tu vois l'histoire de ta relation avec le féminisme, les féminismes, cette galaxie un peu avec tellement de centres de gravité un peu différents, quoi. Ouais, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, dans le sens où moi j'ai l'impression que pour cette mise en action, en tout cas pour cette décision aussi de m'impliquer dans cette lutte féministe, c'est passé par une prise de conscience. Et je pense que cette prise de conscience, elle est vraiment intrinsèquement liée à l'écoute de témoignages, d'expériences aussi d'autres femmes. J'ai entendu parfois des TED Talks de féministes qui disaient, je me rappelle, à 6 ans, j'ai regardé une pub pour la lessive, c'était une femme qui faisait la lessive.
Et puis tout d'un coup, je me suis dit, c'est injuste le sexisme, c'est injuste la charge mentale. Et puis elles ont eu cette sorte d'épiphanie féministe. Moi, ça me fait chaque fois un peu douter parce que j'ai pas l'impression, en tout cas quand je discute avec les femmes dans mon entourage, qu'il y a souvent d'avant, après, ou de grandes révélations où tu dis un matin, il faut que je sois féministe, il faut que je lutte pour les droits des femmes. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça se passe en fait par l'écoute de témoignages. C'est vraiment un processus progressif qui prend du temps. En fait, moi, c'est comme si petit à petit, on m'avait mis des lunettes sur les yeux qui me faisaient voir le monde qui m'entourait différemment. Et il y avait des choses que, depuis toute petite, j'avais considérées comme normales, pas juste ou bonnes, hein, mais juste normales. Le fait qu'il y ait des pubs hyper sexualisantes qui mettent en scène des femmes. Le fait, par exemple, que toutes mes potes se soient fait harceler, ou que j'ai peur de rentrer le soir, ou que la peur du viol, ça fasse partie de mon quotidien et du quotidien de beaucoup de femmes, ou que les femmes, souvent, on leur coupe la parole, ou on les considère comme moins expertes dans certains domaines. Et là, petit à petit, je me suis dit, ok, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Et quand tu poses cette première constatation qu'il y a un problème, tu vas commencer à pouvoir le repérer aussi dans différentes sphères. Et ça, je pense que ça a vraiment passé pour moi par des témoignages, des expériences, et un peu un petit aussi MeToo avant l'heure, où en fait je discutais avec des potes, c'était un peu le YouTube, tu vois, où je discutais de choses, puis elles me disaient ouais mais moi aussi, et puis ça s'est un peu empilé, puis je crois que ça m'a vraiment aidé à me dire il y a un problème, quoi, c'est pas normal que ça fasse partie du paysage. Et à partir de là, moi, je me suis mise à écrire. C'était ma façon un peu de trier mes idées, de faire sens un peu de tout ce qu'il y avait dans ma tête. Et puis un jour, je me suis dit, ok, je vais commencer un peu à poster sur Instagram. Et en postant sur Instagram, c'était tout bête, quoi. C'était des posts assez courts. J'ai eu des femmes qui ont réagi en me disant, ouais, ça me parle trop ce que tu dis. Ou alors des gars qui me disaient, ah, c'est intéressant, parce qu'en fait, j'étais assez frileux quand on me parlait du féminisme. Mais ouais, avec ta façon aussi de dire les choses, avec ces témoignages aussi que tu relais parfois, j'ai l'impression que je peux voir aussi la nécessité d'un mouvement comme le féminisme. Donc ça a été un petit peu graduel, et c'est vrai que j'ai l'impression que pour moi la clé, ça passe par les discussions. Donc pour les hommes aussi discuter avec des femmes, et pour les femmes aussi discuter avec d'autres femmes, et puis de réaliser que c'est un problème, passer un peu de l'échelle individuelle à l'échelle plus large. Je pensais à ça en vous écoutant. De ce que je connais de vos milieux, là où vous avez grandi, justement, il y a peut-être... alors, il y a des normes partout. Il y a dans tous les groupes, dans toutes les familles, il y a des normes. Mais aussi dans des normes où, je dirais, les femmes ne sont pas forcément mises de côté, ou elles ne sont pas forcément même niées, ou au contraire, elles sont même respectées, elles ont des places, elles ont des rôles. Maintenant, il y a des normes un peu plus larges, les pubs, les choses comme ça, les films. Mais ça ne nous choque pas forcément plus que ça, parce que, encore une fois, c'est ce dont quoi on a grandi, on a évolué, puis d'un coup, quand on arrive à l'extérieur, on arrive face à un petit peu ce choc de se dire, attends, c'est bizarre quand même cette histoire. Puis c'est, en fait, ce qui me semblait être relativement, je mets des guillemets, normal, c'est peut-être pas si normal que ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Moi, je me souviens, c'est marrant, mais de mon côté, une des grandes questions, et pourtant, je suis pas, c'est pas la première chose, mais c'était les salaires, l'histoire des salaires. Ouais. Moi, c'est là où ça m'a vraiment, vraiment choqué. Parce que pour moi, c'était. Voilà, j'ai vécu aussi dans un contexte où j'ai mes deux parents qui étaient ensemble, et puis les rôles étaient partagés. Je veux dire, je voyais mon père des fois faire le ménage, puis après, je voyais ma mère faire le ménage, puis j'ai jamais pensé que c'était la femme qui devait faire le ménage ou l'homme qui devait faire le ménage. C'était juste, on se partage les rôles pour que la maison fonctionne. On a appris à cuisiner avec mes frères, et puis c'était tout à fait normal pour ma mère qu'on sache cuisiner aussi. Enfin, toutes ces choses-là, au niveau individuel, ça allait bien. Mais quand j'ai commencé à chercher un boulot, puis que j'ai entendu en fait que certaines personnes pour le même boulot, avec les mêmes compétences, dans le même contexte, dans la même société, avaient des salaires différents juste basés sur leur genre, je me disais, attends, ça c'est quand même vraiment bizarre cette histoire-là. Et moi, c'est un peu là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis après, comme tu disais, un peu, tu commences à voir comme un filtre ou bien des lunettes qui commencent à se définir un petit peu, puis tu te poses la question, est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a quelque chose qui n'est pas si normal que ça en fait? Et pour moi, ensuite, c'était de voir que dans certains endroits, il n'y avait pas du tout de femmes. Et c'était mon introduction à moi à ces questions-là féministes, ou en tout cas autour du féminisme. Et je trouve fascinant de voir ça, puis je pense que c'est une évolution assez normale, mais pour ça demande quand même cette ouverture à ce qui se passe autour de soi, en fait. Et puis aussi la capacité à remettre en question nos normes. Ouais, puis par rapport à ce que tu dis, je trouve hyper intéressant le fait que tu as dû aussi peut-être sortir aussi de ton contexte à toi où
les femmes étaient traitées aussi à égalité, où il y avait une bonne répartition des tâches, puis de poser des questions plus loin. C'est vrai que moi j'ai été confrontée à des personnes qui me disaient moi j'ai pas vu de sexisme, donc le sexisme n'existe pas. Tu vois, elle le disait pas forcément explicitement, mais de dire j'ai jamais vu une femme se faire harceler, ou mon père aussi il aide à la cuisine, ou ce genre de raccourci où tu pars de ton contexte familial ou même ton contexte social, puis tu vas dire moi je l'ai pas expérimenté donc ça doit pas se passer. Et ça à mon avis c'est un peu un problème parce qu'en fait il faut aller chercher plus loin, et du moment où tu commences à chercher plus loin, et parfois t'as pas besoin d'aller très très loin, tu remarques qu'en fait c'est une réalité pour beaucoup de femmes. Complètement. Mais c'est intéressant parce que là, on parle un peu de l'évolution de notre vision et comment on mature, etc., par rapport au travail, l'éducation, etc. Et puis, en fait, la société a aussi elle-même vraiment évolué grâce notamment à la démocratie, etc., où tout d'un coup, il y avait la moitié de la population qui se sentait beaucoup plus concernée par des décisions. Enfin, tu sais, tu te dis aujourd'hui, c'est fou. Un petit détail. En Suisse, 1991, dernière Appenzell, je ne sais plus quoi, qui choisissait que les femmes pouvaient enfin voter. Donc, un peu ces questions-là. Et tu vois, même en Suisse, là, je repensais à mes deux grands-mères. J'ai encore la chance d'avoir les deux. Et puis, elles ont les deux une relation au féminisme hyper différente. Alors qu'elles sont plus ou moins de la même génération. Elles ont les deux grandi en Suisse. Mais du côté suisse-allemand, c'était plus, voilà, je suis beaucoup à la maison, mon mari va travailler, il voyage beaucoup, puis moi je m'occupe de mes enfants, etc. Et c'était totalement OK d'être dans ce système-là. Et puis pour mon autre grand-mère, c'était, à 20 ans, elle a dit, OK, je vais faire du service civil parce que moi aussi j'ai envie d'aider la population. Et puis elle était à plusieurs mouvements féministes. Et puis dans sa famille, il y avait, je ne sais plus qui exactement, mais c'était la première femme en Suisse à avoir un doctorat en sciences économiques. Donc c'était aussi un énorme mouvement. Puis, puis genre, OK, et puis là, il y a quelques semaines, je discutais avec elle, puis elle lisait un livre des persécutions des femmes au Canada au début du 20e, puis j'en peux plus de ce patriarcat, etc. Puis c'était très drôle de voir ma grand-mère à 85 ans, ou même plus, qui parle comme ça, alors que finalement, c'est deux grand-mères qui ont vécu de des milieux plus ou moins similaires. Mais du coup, il y a aussi eu vraiment une évolution par rapport à ça. Et du coup, je me demandais, comment est-ce que peut-être tu vois cette évolution du féminisme, des féminismes ces dernières années. Tu parlais aussi que tu as étudié ça dans ton master. Et du coup, j'imagine que ça soulève aussi des réflexions par rapport à l'histoire un peu de cette évolution. C'est intéressant que tu aies parlé de tes grands-mamans, parce que moi, un moment qui a été aussi clé pour moi, c'est de pouvoir une fois discuter avec des femmes de la génération de mes grands-mamans. Des femmes, c'était dans le cadre d'une rencontre avec des femmes de l'Église réformée. Elles avaient envie d'avoir deux femmes plus jeunes, donc c'est avec une amie aussi qui a 25 ans à peu près. Elle voulait qu'on puisse se reparler un peu des luttes féministes actuelles. Et puis à la fin de ce temps de partage, on a pu un peu leur raconter les raisons pour lesquelles on marchait à la grève féministe, ou ce qui nous paraissait être des sujets d'actualité. Elles ont pu aussi nous dire que quelles elles avaient été dans le sillage des femmes qui étaient venues avant elles, qui avaient lutté notamment pour le droit de vote, mais qu'elles étaient, c'était un peu, donc elles avaient été dans la continuité de ça, qu'elles avaient greffé des nouvelles luttes. Donc pour elles, c'était par exemple la reconnaissance du travail ménager, la reconnaissance aussi du viol conjugal comme un viol à part entière, la dénonciation des violences sexuelles, la contraception. Donc elles nous ont un peu listé toutes ces luttes qui leur semblaient être importantes. Puis elles disaient, c'est trop intéressant de vous entendre parce qu'on a l'impression que maintenant, vous êtes greffés à nous, mais que vous avez ajouté aussi des nouvelles luttes. Par exemple, quand elles nous entendaient parler du harcèlement de rue, elles nous disaient, c'est drôle parce qu'à notre époque, parfois on réagissait, mais c'était pas considéré comme quelque chose qu'il fallait dénoncer. Alors qu'on pense qu'aujourd'hui, on a carrément des applications donc, qui nous permettent de signaler le harcèlement de rue. Et je trouvais ça assez beau de se dire qu'il y a un héritage aussi et qu'il faut se réjouir aussi des luttes passées, parce que moi, je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir me dire je peux ouvrir un compte en banque sans demander la permission d'un homme, je peux voter, je peux aussi vivre de façon indépendante sans être mariée.
Donc tous ces droits qui n'ont pas en fait été toujours acquis, mais qu'on a aussi la possibilité de considérer d'autres choses que peut-être les générations passées qu'on considérait comme normales, comme anormales aujourd'hui. Et c'est vrai que lié à ça, je pense qu'aujourd'hui on a aussi des nouveaux outils, les réseaux sociaux notamment. Ça nous permet un peu de vivre un féminisme, je vais pas dire un féminisme un peu transnational, de se connecter aussi avec d'autres pays, de pouvoir savoir aussi ce qui se passe ailleurs, de pouvoir apporter notre soutien aussi à d'autres organisations féministes, de pouvoir avoir accès à des ressources. Et, euh, et là aussi d'avoir une vulgarisation aussi des enjeux féministes. On peut le voir avec les posts, on a les Reels maintenant. Je trouve assez cool de se dire que ça peut être un réel outil. On a aussi beaucoup de ressources. Moi, je trouve maintenant, si tu as envie de t'éduquer sur les questions féministes, tu peux chercher un podcast, tu peux chercher un TED Talk, un documentaire. Donc aujourd'hui, on a aussi un peu cette, je sais pas comment dire, cette digitalisation du féministe qui permet en fait d'avoir accès un peu à toute cette nouvelle sphère féministe. Je pense aussi notre génération, elle a été marquée par MeToo. Il y a eu vraiment un avant-après MeToo où malheureusement, pour le moment, statistiquement, il n'y a pas eu une baisse des violences faites aux femmes, mais en tout cas qu'il y a une visibilisation des violences faites aux femmes. Et je pense pour beaucoup d'hommes, ça a été un déclic de se dire « Ah ouais, ok, ça se passe partout ». Je peux te couper parce qu'on a entendu partout ce MeToo, on l'a vu sur les réseaux, on l'a entendu dans les news, on a vu certains cas, on va dire, de gros procès, de choses comme ça pour des personnes. Tu disais, il n'y a pas forcément une diminution dans les nombres recensés de violences. Est-ce que maintenant, et ça c'est vraiment une question pratique, mais est-ce que tu as l'impression que les femmes se sentent plus le droit de faire savoir qu'il y a violence? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'avant ça, et c'est mon impression, elle peut être complètement fausse, mais avant on n'en parlait presque pas. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, mais en fait, ça fait partie du truc, c'est normal et machin. C'est une fatalité un peu. Quasiment, ouais. C'est comme ça, et puis on n'en parle même pas. Puis il y avait, alors je ne suis pas du tout expert dans les stats, mais il y avait des chiffres en disant, c'est un peu, ce qui est parlé, c'est vraiment la pointe minime de l'iceberg, en fait, le truc énorme en dessous. Et je me demandais si après tout ce qu'on a vu autour de MeToo et tout ça, est-ce que cette pointe de l'iceberg, c'est peut-être pas tout, mais est-ce qu'au moins elle a grandi? Est-ce qu'au moins maintenant les femmes se sentent plus le droit de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas? On parle d'harcèlement, on parle de viol dans le contexte du mariage, toutes ces choses-là, toutes les violences qu'elles peuvent subir. Il y avait aussi beaucoup par rapport dans le contexte professionnel. Est-ce que même si la statistique des violences n'a pas diminué, est-ce qu'au moins le fait de rapporter les violences a grandi? Est-ce que les gens se sentent plus ok, je peux en parler? Bon, je pense déjà à un niveau individuel, ça a changé la façon que les femmes avaient de voir ce qu'elles avaient vécu. Et ça, je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée avec des femmes qui me disaient jusque-là, je pensais que le harcèlement de rue, c'était normal, que c'était de la drague un peu poussée trop loin. Ou des femmes qui me disaient j'ai été abusée sexuellement, il n'y a pas eu pénétration, mais je ne savais pas vraiment comment me positionner par rapport à ce que j'avais vécu. Et donc, j'ai l'impression que pour moi, c'est une étape qui est hyper importante. C'est que les femmes ont pu réaliser que ce qu'elles vivaient, c'était pas normal. Et que d'autres femmes le vivaient et qu'il fallait le dénoncer. J'ai aussi le sentiment que dans ce que j'ai vu un peu après ces derniers temps, que grâce aussi aux collectifs féministes qui se sont un peu emparés de cette question encore plus fortement, plus virulemment après MeToo, il y a une pression qui est faite, par exemple, dans le cas où il y a des injustices très claires, par exemple une femme qui est blâmée pour son propre viol, qui est jugée responsable d'avoir été violée parce qu'elle aurait provoqué un gars, ou dans les violences conjugales aussi, quand une femme aussi s'est défendue et puis qu'elle est jugée partiellement responsable alors que c'était simplement la légitime défense, puis ça faisait écho à des années de violence. Je pense qu'à ce niveau-là, les collectifs féministes peuvent peut-être un peu plus faire pression, mais il y a encore beaucoup d'impunité. Et ça, je pense que ça freine certaines femmes à aller plus loin, en fait, à porter plainte, parce qu'elles se disent à quoi bon si on va remettre en question ce que je dis. Donc ça, à mon avis, c'est un peu cette lutte qui est sans fin. Parce que nos mamans, nos grands-mamans, nos arrière-grands-mamans ont déjà cherché à dénoncer ça. Puis aujourd'hui, même si c'est peut-être plus visibilisé au niveau de comment c'est géré aussi par les instances judiciaires, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire. Avant, tu parlais des réseaux sociaux aussi. Et moi, je suis intéressé, c'est une interpellation que j'ai en t'écoutant.
j'ai aussi l'impression, peut-être pour la plus jeune génération, que il y a quelque chose à faire au niveau peut-être des processus, notamment au niveau de la loi, au niveau de comment une dénonciation est ensuite traitée, où est-ce qu'elle aboutit. Mais des fois, même par rapport à ce que tu disais, les réseaux sociaux, on voit qu'on disait de la génération Y, qui est la génération qui a vu les réseaux sociaux arriver, qu'elle était la génération révoltée, parce qu'elle allait sur les réseaux, elle indignée, on disait c'est la génération indignée, elle allait, elle disait. Et je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, les plus jeunes réalisent que ça suffit pas de le dire sur Twitter, entre guillemets, de dire que tu as vécu une violence, ok, c'est bon, tu te sens peut-être le droit de le dire, il y en a d'autres, tu te sens peut-être partie de quelque chose de plus grand, tu vois que c'est une injustice, mais en fait, tu peux pas juste te contenter de le dire sur Twitter, il faut aussi faire les démarches qui suivent et tout ça, et des fois, j'ai un petit peu, je le dis, hein, cette peur, on a parlé plusieurs fois avec Seb des réseaux sociaux, mais cette peur que en fait, les réseaux sociaux, ça va pas tout résoudre, en fait, c'est pas là qu'on va solutionner les gros problèmes, en fait, il y a besoin d'emmener les choses plus loin. Et justement, des fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et peut-être je me trompe encore une fois, mais des jeunes pourraient se dire, en particulier des jeunes parce qu'ils sont plus actifs sur les réseaux sociaux, on pourrait se dire, je fais un TikTok ou je fais une vidéo Instagram live pour dire j'ai vécu ça, c'est pas juste avec mon prof, avec tout ça. Puis en fait, il y a les commentaires, il y a les réactions, il y a l'impression d'être entendu quasiment instantanément quand on fait ça. Et du coup, là-dedans, tu te dis, c'est bon, ça suffit, ça me va. Et en fait, j'ai envie de dire à ces personnes, non, il faut aller plus loin en fait. Il faut aller plus loin. Si c'est ton prof qui a fait ça, il faut que tu ailles le dénoncer au niveau de la direction. Puis des fois, ces processus sont un peu plus longs. Tu vas faire la dénonciation, le temps qu'elle soit entendue, le temps qu'il y ait un retour, le temps que... Mais en fait, ouais, puis ça demande aussi beaucoup de courage, je trouve, de faire ce pas-là. Et moi, je me rappelle, j'avais un prof qui avait dit à une pote donc, à l'université, ah ouais, mais toi, faut que tu profites de t'amuser maintenant en faisant tes projets parce que dans 5 ans, tu auras des enfants et tu pourras plus t'occuper de ça, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était un peu... Charmant. J'ai vu sur ça, la colère quand elle est en train de ça. Je suis canalisée. Ok. C'est un avis comme un autre. Sympa le prof. Chacun sa vérité. Non, mais tu vois, dans le sens où là, tu as vraiment un problème et finalement, ce cas n'a jamais été dénoncé. Et je comprends aussi, parce que ça demande du courage, vraiment de s'emparer de ça, de se rappeler précisément ce qui a été dit. Puis je sais pas, on n'en a jamais vraiment rediscuté depuis, mais c'est ok, mais en fait, là, c'est clairement pas acceptable, mais sur le moment, peut-être on peut se dire, mais il le refera plus, ou c'était qu'une fois, et puis... ou alors c'était peut-être juste pas assez grave, du coup je vais pas y aller, ou un peu ce genre de choses, c'est de... Ok, il y a une injustice qui s'est passée, mais en fait, il n'y a que moi qui ai la légitimité de le dire pour que ça soit... pour que ça ait des conséquences, en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que vous voyez aussi un peu ce genre de cas dans tes études ou juste toi de manière générale? Ouais, moi, je crois aussi qu'il y a une difficulté aussi à témoigner. Bon, déjà... parce que souvent, on te demande, dans le cas par exemple de violences sexuelles, on te demande aussi de parler de certains détails, où c'est toi qui vas devoir te mettre à nu, être très vulnérable aussi dans ce que tu racontes, puis ça te fait aussi revivre une deuxième fois les violences. Donc à ce niveau-là, je peux complètement comprendre. Il y a aussi dans la sphère professionnelle la peur aussi que ça puisse avoir des conséquences néfastes, tout simplement dans ton job. J'ai une amie aussi qui s'était fait harceler sur son lieu de travail, puis elle se disait, si je dénonce, quel avenir j'ai aussi, je vais être la fille qui a posé des problèmes. Donc ça, c'est un défi. À mon avis, ce qui est hyper important, je pense, en tant que femme qui a subi du harcèlement ou des violences, c'est déjà se renseigner sur les textes de loi. Que dit la loi et comment aussi la loi peut être de mon côté. De contacter aussi des associations féministes, parce qu'il y a des associations féministes qui aussi apportent un soutien pour les victimes et puis les conseils aussi dans le processus. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui manque, en tout cas en Suisse, je le vois peu. Sur les réseaux sociaux, des femmes qui disent, voilà le processus par lequel je suis passée, j'ai subi ça, j'ai porté plainte, voilà ce que ça a donné. Et dire aux femmes, je trouve c'est très juste ce que vous dites, c'est super de briser le tabou autour des violences, autour du harcèlement sur les réseaux sociaux, de libérer la parole, mais ce qui vous a été fait, c'est un crime. Et ça a été un crime comme si on vous avait volé votre vélo ou votre télé. Et je pense que c'est important aussi de le reconnaître comme tel et puis de le porter aussi plus loin. Et à mon avis aussi un défi, c'est les manquements dans les textes de loi. Par exemple, le viol actuellement en Suisse, il est défini comme la pénétration d'un vagin par un pénis.
Donc ça veut dire que toute autre forme de pénétration par un objet dans un autre orifice, Wow. c'est pas considéré comme un viol. Wow. Donc il y a des collectifs féministes qui essayent de faire évoluer cette définition. Bon aussi, ça serait positif pour les hommes parce que se dire que Ouais. actuellement en Suisse, un homme ne peut pas être violé. Mhm. Ça, c'est vraiment un gros manquement. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'un travail aussi qui est fait en parallèle au niveau légal, juridique, parce que je pense que... Ouais, moi, c'est souvent quelque chose qui me met en colère, c'est de me dire pourquoi est-ce que les violences faites aux femmes, c'est considéré comme des crimes un peu différents De seconde zone. de seconde zone. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on trouve toujours des circonstances atténuantes? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux femmes quand elles viennent nous dire j'ai été harcelée, un homme a défait sa braguette et m'a montré son pénis en plein centre-ville, on ne va pas tout de suite lui dire va porter plainte. Pourquoi est-ce qu'on se dit souvent bon ben voilà c'est comme ça, il y a des pervers, il y a des hommes qui sont un peu fous, alors que si moi j'arrive vers quelqu'un et puis je dis ah il y a un gars qui m'a chopé mon sac à main, on va me dire allez va à la police. Yeah. Et donc, pour moi, il y a une façon de considérer ces crimes qui est vraiment faussée. Ouais, Et donc là, il y a besoin complètement. d'un changement de mentalité, je pense. Quand je t'écoutais là, en fait, je me disais où sont les réformateurs? Puis je vais m'expliquer un tout petit peu. C'est mon bagage à moi, mais plus lié peut-être à la religion et en particulier le protestantisme. On parle de la réforme. Et en fait, je me dis, ben, il y a une réalisation. Tu en parlais, et peut-être que MeToo, c'est un des derniers éléments qui a emmené cette forme de réalisation peut-être globale. Il y a un problème. Puis maintenant, on peut plus. Puis je fais le parallèle, ben, c'est un petit peu Martin Luther, les thèses, il va les afficher. Il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Ça, c'est juste une réalisation. Puis en fait, il y a un travail de longue haleine pour qu'il y ait un changement. Puis ce travail de longue haleine, il est sur plein d'aspects, en fait. Il est à plein de niveaux. Il est au niveau de l'éducation, il est au niveau de comment on parle, mais il est au niveau légal, comment on va changer certains textes de loi, comment on va comprendre ça. Et ça va prendre beaucoup de temps, en fait, pour que la réforme. Puis je me dis, ben, en fait, il faut aussi, où sont les réformateurs, c'est ça, où sont les gens qui vont être prêts à se lever pour le travail sur le long terme, en fait. Et tu parlais avant de l'héritage, tu parlais de ces rencontres que tu as pu avoir avec des personnes qui ont plutôt la génération de nos grands-parents ou autres, puis qui ont pu parler de leur combat. Puis je me dis, ben, en fait, c'est trop bien qu'il y ait ces associations. Puis je pense qu'il faut peut-être, encore une fois, et je ne veux pas sonner comme le vieux relou, mais des fois, les jeunes, ils sont tellement pressés pour le quick fix qu'ils ne sont pas prêts pour la réforme. Puis encore une fois, je reviens sur les réseaux sociaux, mais sur le réseau social, quand tu dénonces quelque chose, tu as dû répondre tout de suite. Dans les minutes qui suivent, tu as des gens qui vont commenter, qui vont dire « Ah ouais, c'est vrai, machin, tout ça ». Et c'est bien, mais ça reste au niveau de la prise de conscience, ça reste au niveau de l'éveil des consciences sur une réalité. Puis en même temps, il faut que les gens soient prêts à embarquer. Et comme tu l'as dit, hein, tu as très très bien cité, je pense, quelques défis. Vous avez cité des défis potentiels pour ça. La peur de ce que ça va vouloir dire, le temps que ça va prendre, est-ce que j'ai pris au sérieux, est-ce que ça... et tout ça, c'est des choses qu'il faut oser se lever. Mais c'est vraiment ce qui me venait quand je t'écoutais, c'était ça. Où sont les réformateurs? Où sont celles et ceux qui vont se lever pour la réforme, c'est-à-dire pas simplement la prise de conscience, mais vraiment le changement, et un changement qui prend racine pour que ça reste pas que des luttes et des combats, mais que ça puisse voir. Et je pense que juste la récente histoire, quand tu parlais avant de l'évolution, la récente histoire nous montre que ça vaut la peine en fait de se battre. Mais pour qu'en 91 il y ait finalement ce dernier pontant qui change, ben, en fait si on l'étudie, on va se rendre compte que c'était pas 2 mois avant que ça a commencé le combat. C'était souvent des années auparavant, des gens, des luttes, et puis c'est des petites pierres qui ont été posées ici ou là. Donc vraiment encourager les gens à oser prendre ce temps-là. Je profite de ce parallèle que je propose pour arriver sur une question que moi j'ai. Sur ce podcast, j'ai un peu la casquette du pasteur. Donc, est-ce qu'il y a un féminisme chrétien? Tu as évoqué avant notamment cette rencontre, je crois dans le cadre tu disais avec des femmes de l'église protestante, tu avais eu des générations des grands-parents. Est-ce que selon toi, il y a un féminisme chrétien? Est-ce qu'il y a des associations chrétiennes qui en faveur du féminisme? Ou comment est-ce que toi tu vois ça aussi au niveau de la foi chrétienne en particulier? C'est une très bonne question. J'avoue que c'est une question que je me pose beaucoup parce que j'ai eu parfois cette impression-là et je pense que certaines personnes qui luttent aussi pour les droits des femmes se retrouvent peut-être un peu dans cette tension-là de jamais complètement me retrouver dans les mouvements militants, dans les milieux militants féministes
et jamais complètement me retrouver dans certains discours que je pouvais entendre dans certaines églises sur la place de l'homme et la femme, sur les prises de position aussi par rapport au féminisme dans les églises. Donc je me suis dit, où est cette zone un peu d'entre-deux et est-ce qu'il faudrait la créer? Est-ce qu'elle existe? Et donc ça, c'était un peu c'est toujours ma question. Parce que je réalise que quand je trouve des chrétiens et chrétiennes qui s'intéressent à ces questions de féminisme, parfois, c'est vrai que je me trouve confrontée à des théologies très libérales. Et je sens qu'il y a un clash aussi des valeurs. Définis des théologies libérales. Je vais me retrouver face à des personnes qui en fait vont avoir une approche très relativiste de la Bible, c'est-à-dire la Bible, est-ce qu'elle elle est inspirée par Dieu, elle a été écrite par des hommes dans un contexte patriarcal, donc en fait remettre en question toute la Bible et puis se dire il n'y a plus rien qui tient aujourd'hui. Aujourd'hui on a besoin de nouveaux préceptes, aujourd'hui on a besoin de nouvelles révélations, et donc là pour moi ça coince parce que moi j'aimerais ancrer aussi ma lutte féministe dans la Bible. J'aimerais pas chercher de voir comment la Bible pourrait s'aligner à mes convictions féministes, mais plutôt dans l'autre sens, comment ma lutte féministe peut s'aligner à la parole. Donc là, je me trouve un peu dans la tension d'être confrontée parfois à des chrétiens et des chrétiennes, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais qui, pour moi, ont fait un pas trop loin. Et donc, à mon avis, le défi, et c'est le processus par lequel je passe aujourd'hui, c'est de partir de la figure de Jésus, puis me dire comment Jésus a traité les femmes, parce que je crois vraiment que... je crois que c'est Chris Vallotton, là, un pasteur américain, qui disait que c'était le fondateur du mouvement de libération des femmes. En fait, pour dire que Jésus a enseigné les femmes, il était entouré de femmes, leur a donné aussi des outils pour exercer un ministère, il les a valorisés dans une société qui avait tendance à les reléguer au second plan. Et donc, pour moi, en fait, il est venu restaurer le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Et c'est vrai que quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans la Genèse, on voit qu'il y avait ce projet d'harmonie parfaite entre l'homme et la femme. C'était considéré comme deux entités à égalité, qui étaient à la fois complémentaires mais égaux, et qui étaient toujours en relation avec Dieu. Donc un peu, j'imagine, cette relation triangulaire. Et moi, c'est un peu... Ce que j'aimerais en fait voir dans notre société, c'est des hommes et des femmes qui sont en harmonie, qui se considèrent comme égaux et complémentaires, et en même temps qui sont toujours connectés à Dieu. Parce que pour moi, les violences faites aux femmes, les discriminations que les femmes subissent, c'est en fait aussi une déconnexion aussi de cette troisième branche qui est Dieu. Et je pense que si on est connectés les uns aux autres et qu'on est connectés à Dieu, on va s'approcher d'une société qui est plus égale et qui respecte les femmes. Donc moi, ça c'est un peu mon défi. Donc je sais pas, je pense que la lutte pour une justice, pour que les femmes soient traitées avec respect et dignité, pour moi, elle fait écho au principe aussi de justice, au fait que le royaume de Dieu, c'est aussi un royaume de justice. Donc, pour moi, elle trouve aussi ses racines dans la Bible, mais par rapport à un féministe chrétien, je ne sais pas si je pourrais te donner un site ou un mouvement, que je me dis ça, c'est le féministe chrétien, tu vois. C'est trop bien. Je crois que c'est chez toi que j'avais vu ça, un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans ma liste des nombreux livres à lire. Jesus was a feminist. C'est possible ou bien? Je suis pas sûr que c'était chez moi, mais on a un autre livre qui s'appelle Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Ah, ok. Et qui a été écrit par une femme réformée exprès avec un titre un peu provocateur comme ça, mais qui justement prenait un peu cette position où, en fait, non seulement Jésus a redonné une place aux femmes, mais en plus, il l'a subverti d'une certaine manière, dans le sens où par exemple, les femmes... dans les sociétés judaïques, parce que en fait j'ai appris dernièrement que là même dans l'Empire romain au 1er siècle, les femmes avaient quasiment autant de place que les hommes. Il y avait des femmes banquières, il y avait des femmes entrepreneuses, des femmes marchandes, etc. Mais la seule différence, c'est qu'elles ne pouvaient pas voter sur les grandes décisions. Donc aujourd'hui ça paraît énorme, mais en fait il y a 2000 ans, les femmes avaient tout autant le droit, voire plus que les femmes il y a 100 ans. Dans le contexte romain. Dans le contexte romain. L'Empire romain, et même pour toutes les cultures germaniques qui étaient un peu en conflit avec les Romains, il y avait des femmes guerrières qu'on appelait les Tacites, et puis plusieurs choses. Donc en fait l'évolution, si on veut, des femmes, du patriarcat, etc., c'est vraiment fait par vagues aussi. Mais du coup, par rapport au contexte
juif dans lequel était Jésus, justement, les femmes, elles n'étaient pas considérées dignes de confiance dans les témoignages. Yeah. Donc, dans un tribunal, une femme ne pouvait pas témoigner parce qu'elle n'était pas considérée comme digne de confiance. Mhm. Et du coup, Jésus, quand il ressuscite, Mhm. il se révèle d'abord à des femmes. Yeah. Et du coup, se dire que c'est les femmes qui témoignent de sa résurrection. Et du coup, c'est complètement fou de se dire, Folie. ah bah en fait, non seulement il avait des femmes disciples, mais en plus il changeait complètement la vision qu'on pouvait avoir des femmes et la valeur qu'on leur accordait Yeah. vraiment. Et c'est là que c'est trop intéressant de pouvoir remettre en contexte justement, de se dire, aujourd'hui ça nous paraît peut-être banal, mais à Mhm. l'époque c'était vraiment, c'était vraiment révolutionnaire. Non, c'était subversif. Je pense que c'est... En fait, c'est surprenant presque. J'ai envie de dire qu'il n'y ait pas un féminisme chrétien. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que comme pour beaucoup d'autres choses, ça trouve tout à fait en fait ses origines, notamment dans la personne, en tout cas historique de Jésus, dans ce qu'il a fait et comment il a interagi avec les femmes, les places qu'il a laissées aux femmes. Je crois que c'est quelque chose de très important. Puis, il y avait deux choses sur lesquelles je voulais rebondir, mais une de ces choses, j'ai l'impression que ça participe aussi, peut-être la vision qu'on peut avoir aujourd'hui du christianisme, notamment dans sa relation aux femmes. On peut l'expliquer théologiquement, je sais où les gens vont pour justifier ça, mais je pense que c'est une lecture qui est trop spécifique et puis qui n'est pas assez, on va dire, établie. Donc quand on étudie en fait ces passages aussi, peut-être à l'occasion on en parlera, je sais pas, un autre podcast ou autre, la place de la femme dans l'église notamment. Il y a deux passages qui sont très très difficiles à appréhender. Mais plus largement, tu en parlais, il faut revenir à ce plan originel. Mais je crois que la deuxième des choses aussi, c'est de plus récemment, de façon contemporaine en fait, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui s'inscrit dans le post-christianisme, où en fait il y a beaucoup de valeurs qu'on veut garder, mais on veut plus l'origine de ces valeurs. Et derrière notamment le grand courant humaniste, ou les humanismes, là aussi on devrait en parler plutôt comme ça. Et c'était Mark Sayers, un auteur, qui disait en fait c'est les gens qui veulent le royaume mais plus le roi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça en fait, parce que justement on pourrait, alors je suis pas un expert, mais on pourrait voir dans la personne de Jésus historique quelque chose qui a été fondamental dans la place qu'il a laissée aux femmes, dans ce côté justement, alors non seulement il aimait les femmes, mais de reconnaître, de leur laisser de la place, de leur donner des rôles, de leur attribuer des choses. Et puis aujourd'hui, on veut garder ça. Puis on a l'impression que Jésus, c'était l'opposé, qu'il était contre et tout ça. Je pense qu'il y a une mauvaise lecture là. Mais je crois aussi que et peut-être pour beaucoup de chrétiens, c'est un truc que je dis souvent, mais les gens commencent le récit à Genèse 3 plutôt que de le commencer à Genèse 1. Et je vais juste expliquer un tout petit peu, mais la Bible commence avec le livre de la Genèse, qui commence avec le récit de la création, qui est un récit poétique, difficile à lire. Les deux premiers chapitres, justement Genèse 1 et 2, semblent être une répétition poétique du récit de la création. Et puis Genèse 3 nous raconte ce qu'on appelle l'histoire de la chute, le moment où l'humanité et le monde en fait sort du projet initial de Dieu. Puis souvent les gens reviennent sur ça, en fait ils commencent en disant on est parti, on va à volo, on se plante, voilà. Et puis il va y avoir une solution, c'est Jésus-Christ, il va y avoir une autre solution à la fin dans la Bible, à l'Apocalypse, la fin de tout ça pour revenir à un projet merveilleux. Et en fait, dans le récit de la Genèse, c'est très très intéressant. Il y a la création de la terre, puis ensuite il y a la création de l'humain, d'abord l'homme, ensuite la femme. Et en fait, à ces deux-là, il y a une dimension de complémentarité, il y a une dimension d'égalité. Et il y a deux missions qui sont données. C'est la mission de prendre soin de la terre et la mission de se multiplier. Puis c'est une mission qui est donnée aux deux, en fait, au même niveau. Et ça, c'est dans Genèse 1 et 2. Et dans Genèse 3, au moment de la chute, si on étudie le texte, en fait, ils disent aussi qu'il va y avoir un problème dans les relations entre l'homme et la femme. Et je trouve intéressant parce que justement, le projet de Dieu, c'est de revenir à Genèse 1 et 2, et on ne doit pas oublier Genèse 1 et 2. Et dans Genèse 1 et 2, c'est impossible, en lisant juste ces deux textes-là, de justifier cette différence, en fait, entre l'homme et la femme. Il y a une complémentarité, comme tu le disais avant, dans leurs différences. Il y a des différences, mais il y a une complémentarité merveilleuse, et puis il y a un besoin de collaboration merveilleux, mais sans cette hiérarchie-là. Et je trouve très, très intéressant de rappeler ça, en tout cas, de souligner ça. Ouais. Mais moi, ça me pose aussi la question on parle de cette complémentarité qui est un sujet qui peut parfois être un peu complexe aussi. Et puis,
Donc justement, dans ce sens, il y a un peu cette question de déconstruction des genres, et puis où on a envie de comprendre d'où viennent certaines constructions sociales, ce qui nous paraît important, que ce soit dans l'éducation, les injonctions culturelles, on parlait avant des publicités, etc. Et puis tout ça, c'est lié à notre identité. Et peut-être, ça m'intéresserait, Lisa, là on a beaucoup parlé les deux, mais du coup, comment est-ce que tu vois aussi cette déconstruction des genres, un peu dans les milieux féministes, et même de manière générale dans la société, quoi. Alors, je peux dire que je la vois beaucoup. Non, bon. Alors déjà, pour donner un peu les bases de où moi je me positionne par rapport à ça. Donc moi, je ne suis pas pour une négation des genres. Je pense que Dieu nous a fait hommes et femmes pour qu'ensemble, dans notre complémentarité, dans nos différences, on puisse le refléter. Et je pense que vouloir nier les genres, c'est aussi en quelque sorte rejeter l'image de Dieu et ne pas vouloir aussi être à l'image de Dieu. Et donc pour moi, il y a un plan de rébellion aussi derrière cette négation des genres. Donc à ce niveau-là, moi je crois vraiment que Dieu nous a fait hommes et femmes pour une raison. Et je crois qu'on est appelés à fonctionner ensemble. Néanmoins, je trouve que c'est important, bon on peut parler de déconstruction, mais plutôt moi j'aime bien dire questionner ou nuancer les stéréotypes de genre. Parce que, à moins qu'il me manque quelques pages dans ma Bible, j'ai pas l'impression qu'à un moment c'est marqué que les femmes sont 100% émotionnelles et les hommes 100% rationnels, que les femmes aiment le rose et les hommes le bleu. Vous me direz si vous trouvez ça. Mais donc, moi je trouve triste de voir comment l'Église, bon je vais pas faire des généralités, mais comment beaucoup de milieux chrétiens en fait ont été imprégnés par ces stéréotypes de genre et les ont considérés comme bibliques presque. On en fait des vérités absolues, alors que pour moi, c'est l'Église avec un grand E qui a accès à la Bible, qui a accès à la vérité, qui devrait aussi définir ce que c'est d'être un homme et une femme selon le cœur de Dieu, mais en prenant aussi ses racines dans la Bible, et pas en étant influencé par la société qui va avoir tendance à bloquer les femmes et les hommes dans des carcans très limitatifs. D'ailleurs, j'entendais un podcast de... Je ne sais pas si vous connaissez Jackie Hill. Yeah, bien sûr. Ouais, elle est incroyable. C'est une femme américaine qui est entre autres poétesse, qui prêche souvent, qui aime parler aussi de ces questions de genre. Excellent. Et elle disait que, selon elle, une des raisons qui expliquait cette confusion identitaire, aujourd'hui, le fait que certains hommes ne se retrouvent pas dans la catégorie homme ou des femmes dans la catégorie femme, peut être entre autres expliqué par ces carcans en fait très rigides, et de se dire si être un homme c'est bon là je donne des exemples, mais être viril, pas montrer ses émotions, aimer le foot, moi je me retrouve pas là-dedans, donc peut-être qu'en fait je suis une femme, ou peut-être qu'en fait je suis ni l'un ni l'autre. Et donc je trouve intéressant de se dire qu'avec cette peut-être nuance des stéréotypes de genre, on va aussi aider les hommes et les femmes à pouvoir se dire je suis homme et femme, mais ça ne veut pas dire que je dois me retrouver dans toute cette liste de points qu'on m'a souvent aussi enseigné à l'église. Et puis un autre élément que je trouve aussi important de mettre en avant, et ça c'est beaucoup discuté dans les milieux féministes, c'est que les qualités caractéristiques, on va dire traditionnellement féminines, vont avoir tendance à être dévalorisées. Donc je pense aussi que dans l'église, malheureusement, parfois on a eu tendance à maintenir les femmes dans un état d'infériorité, simplement aussi parce qu'on les reléguait à des tâches qui étaient considérées comme inférieures, ou alors dans des compétences qui étaient considérées comme innées, alors que les hommes auraient des compétences qui sont plutôt acquises. Ça veut dire que les femmes auraient l'instinct maternel, auraient naturellement la capacité à prendre soin des autres. Donc toutes les femmes qui vont être dans ces métiers du care, donc ces métiers où on va prendre soin de l'autre, par exemple infirmière, assistante sociale, travailler dans une garderie par exemple, on va se dire, elles ont moins d'expertise et leurs jobs ont moins de valeur, donc parfois aussi vont être moins bien payés parce que ces compétences, elles les avaient déjà en étant femmes. Alors que les hommes, on va considérer qu'un homme, je ne sais pas, mécanicien, médecin, ingénieur, aura acquis ces compétences, donc ces compétences auront plus de valeur. Donc à mon avis aussi, c'est important de le dire parce qu'au-delà des stéréotypes de genre, il y a aussi une balance un peu différentielle entre ce qui est considéré comme féminin, donc moins important que ce qui est considéré comme masculin. Et donc pour moi, là, il y a vraiment un enjeu à questionner un petit peu ces stéréotypes de genre. Ouais, c'est trop bien. Excellent. C'est trop bien. Et je te remercie pour toutes ces réponses, pour le temps que tu as donné.
Je vois que le temps avance aussi. On aurait l'envie de continuer cette conversation. Nous trois, on va sans doute la continuer différemment. Mais on va s'arrêter là aussi pour l'épisode. Mais Lisa, merci d'avoir été là. Puis est-ce que toi, tu as une question pour nous? Le but, c'était pas de faire un interview, mais plutôt d'avoir cette conversation avec toi. On trouvait que ça faisait vraiment du sens. Déjà, tu as un parcours, tu as une expertise, tu as étudié ça davantage que nous. Mais aussi, tu as une voix, un regard, une perspective de femme aussi. Et du coup, pour nous, c'était important de ne pas faire cette question juste entre deux gars qui vont dire ce que nous, on pense de ça. Merci d'avoir été là. Mais est-ce que toi, tu as une question pour nous? J'ai une question. Non, c'est vrai que en réfléchissant un peu à ce podcast, je me suis dit, on a le privilège de pouvoir avoir cette discussion avec des hommes et une femme. Et là, vous avez pu avoir un peu ma perspective en tant que femme. Mais je trouve hyper intéressant aussi, vous, de pouvoir entendre comment vous vous positionnez par rapport à ces luttes féministes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une place pour les hommes? Et si oui, laquelle? Je pense que ça aussi, ça peut être hyper intéressant pour des hommes qui vous écouteraient de se dire « Ok, je suis un homme et parfois, je ne sais pas trop comment m'impliquer. » Donc, vous, je ne sais pas ce que ça voudrait dire pour vous être un allié des femmes ou être impliqué dans ces luttes en tant qu'homme. Tu veux commencer? Allez. Vas-y. Mais ouais, mais je crois... Enfin, moi, je vois plus de sens, en tout cas, dans vraiment comment le vivre au quotidien, d'une certaine manière. Quand je suis avec des femmes, et que ça soit avec Manon, ma femme, ou avec des amis, ou mes sœurs, ou ma mère, ou comme ça. Et puis du coup, pour moi, de les considérer vraiment. Et puis en fait, je sais pas, alors peut-être que c'est dû à mon évolution, éducation, etc. Mais pour moi, ça a été toujours tellement normal d'accorder autant de valeur à une femme qu'à un homme, et puis de les considérer vraiment. Et en fait, même dans mes études, maintenant, c'est marrant parce que même si c'est une école technique, en fait, en architecture, on est autant de femmes que d'hommes. Et du coup, ça me paraît aussi important de garder cette dynamique-là. Et puis, peut-être dans mes travaux de groupe aussi, en fait, honnêtement, moi, ça m'est égal si je suis avec un homme ou avec une femme. Et j'ai envie que ça reste, que ça soit égal. Ça sera plus la personnalité ou les compétences ou les intérêts de chacun qui vont définir. Et du coup, ce féminisme, moi, je le vis plus dans ce sens-là. Et puis aussi, par exemple, je sais pas, Manon a ses règles, elle se sent pas bien. Et puis, en fait... moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire parce que je ne les ai pas. Et du coup, quand elle les a, que je me rende compte qu'il faut que je sois plus patient, peut-être que je vais devoir travailler un peu plus à la maison, comme ça, et c'est totalement OK avec ça. Du coup, je crois que c'est un peu plus ce féminisme au quotidien avec lequel je m'identifie à fond. Et ensuite, on parle aussi beaucoup de lutte. Et puis du coup, là, ça va au-delà de la sphère privée, beaucoup plus dans la rue, justement, ou dans les institutions, etc. Alors, déjà, je ne suis pas un Instagrammeur compulsif, donc je ne vais pas forcément mettre 1000 posts par rapport à ça, de manière générale. Mais par contre, je pense que c'est important que ces démonstrations se déroulent, et puis que ça ait lieu, et que du coup... on puisse vraiment avoir une différence au niveau des salaires, tu parlais avant Yves, mais aussi au niveau de la reconnaissance des agressions de manière générale et tout. Donc à ce niveau-là, je m'identifie clairement comme féministe, quoi. Donc voilà. Donc je laisse la parole à Yves. Ok. Écoute, je pense que je te rejoins beaucoup. J'aime énormément cette expression en anglais, from the inside out, et que ça doit commencer à l'intérieur, en fait. Et puis, je suis pas non plus un Instagrammeur compulsif. Donc, avant de faire des grosses publications, et puis des grandes théories, et puis des grandes manifestations, je me questionne moi-même comment est-ce que je vis ça au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour les gens que je côtoie de façon régulière, comment est-ce que je les considère, de me remettre en question, de laisser d'autres personnes aussi me remettre en question par rapport à ça. Et puis, d'essayer véritablement de vivre, non pas selon... certaines choses, on va dire, acquises de par mes normes, notamment au niveau des blagues ou des choses comme ça, mais plutôt non, j'ai envie en fait de traiter les femmes que je côtoie de façon égale. En fait, j'ai envie de leur donner d'avoir le même lien avec elles à quelque part, genre avec n'importe quel autre homme.
Ça, pour moi, c'est le point de départ. Et puis ça commence là, en fait. J'ai envie de dire. Si là, c'est pas vécu, tout le reste, ça m'est égal, en fait. Au-delà de ça, je pense que sur les grandes manifestations, je te rejoins aussi dans le sens de dire c'est important, ça participe à une réalisation, ça participe, comme on en parlait plus tôt avec le MeToo ou des choses comme ça. Je pense que c'est bien. Moi, je suis un peu plus mal à l'aise avec ça, mais plutôt, on n'en a pas parlé là, mais pour la dimension de la convergence des luttes. C'est-à-dire qu'au milieu de cette grande manifestation, en fait, il y a plein d'autres luttes avec lesquelles je suis peut-être pas aussi à l'aise que ça. On a souvent joué avec le féminisme ou les féminismes. Puis je pense que je suis d'accord sur la définition générale qu'on en a donnée, mais ensuite dans certains courants, dans certaines applications, je suis peut-être beaucoup moins d'accord avec ça. Et du coup, des fois, ces grosses manifestations, autant je les comprends, puis je trouve bien pour cette prise de conscience que ça représente, autant des fois je suis là, je suis pas sûr en même temps d'être d'accord avec l'ensemble de l'agenda, de tout ce qui est représenté là, à cause de cette dimension de la convergence des luttes. Donc je dirais, en reprenant l'expression que je disais, from the inside out, là où j'ai ma sphère à moi, mes interactions à moi, je veux absolument le vivre. Ensuite, ça s'écarte un peu là où j'ai de l'influence. Je suis papa de 2 filles et 2 garçons. J'ai envie que chacun de mes 4 enfants ait les mêmes chances, les mêmes réalités, et du coup, je me bats pour ça dans mon foyer, je me bats pour ça dans mon quartier. En tant que pasteur, je me bats pour ça dans mon église. Je fais partie de ces gens qui sont tout à fait à l'aise pour laisser de la place aux femmes et qui veulent que les femmes aient de la place dans le leadership, qu'elles puissent prêcher aussi. Puis c'est important pour moi en fait qu'il y ait ça. Puis là, j'ai de l'influence. Puis ensuite, quand ça commence à s'écarter un peu, je vais peut-être moins être actif ou quoi, mais principalement cause cette question de la convergence des luttes. Et puis la question de la définition, on se bat pour quoi en fait. Mais ça a été le cas avec d'autres luttes aussi plus générales récemment, où je suis là, j'ai besoin qu'on se mette d'accord, et puis j'ai besoin de commencer déjà à l'intérieur avant d'y arriver. Donc je me considère féministe, oui. Je veux cette égalité, je crois que c'est le cœur de Dieu, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la Genèse 1 et 2, et puis qu'on est appelé à rappeler ça. Je crois que Jésus l'a très très bien démontré, mais plus peut-être dans une approche de disruption, et puis de le vivre à mon niveau à moi, et puis que ça va ensuite porter du fruit, plutôt qu'à un niveau de grosse manifestation pour moi. Ouais, c'est trop intéressant parce que moi, c'est vrai que j'ai longtemps voulu convaincre les gens de participer à ces événements féministes ou alors de se considérer comme féministe, parce que pour moi, c'était important aussi de porter ce badge d'honneur. Et puis petit à petit, j'ai réalisé qu'il y avait aussi cette tension, comme tu disais, de se dire féministe tout en sachant qu'il y a aussi des luttes avec lesquelles parfois on n'est pas en accord. Je dis la clé, c'est de se dire comment je peux soutenir les femmes dans mon quotidien et de ne pas se désolidariser de tout ce mouvement féministe simplement parce qu'il y a des choses avec lesquelles on est moins d'accord, mais au-delà des étiquettes, au-delà des grèves féministes, de dire comment moi je peux faire la différence là où je suis. Ça, je me dis, c'est hyper important. Trop bien. Cool. Et les amis, merci de nous avoir suivis. On espère que cette conversation, elle aura été aussi l'occasion pour vous de vous poser des questions, peut-être de répondre en partie, en tout cas, à des questions que vous auriez déjà eues. Puis comme pour tout le reste, on vous encourage de continuer la conversation. Vous pouvez le faire avec nous sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire entre vous, dans tous les cas, avec Seb, avec ce projet. L'envie, c'est vraiment que les conversations continuent. Alors voilà, continuez à parler, et puis ne parlez pas seul. On vous aime fort, à bientôt. Ciao, ciao.